Imaginez un immense portail de fer qui se referme sans un bruit, dans l'ombre des salles de marché. Ce portail, c'est la Chine qui vient de le poser sur les exportations d'argent et le verrou va s'enclencher définitivement le 1er janvier. On ne parle pas ici d'une interdiction brutale qui ferait la une de tous les journaux et enflammerait les réseaux sociaux en quelques secondes. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus subtil, de bien plus redoutable, un basculement vers un système de licence. Désormais, c'est l'administration qui décidera qui a le droit d'obtenir le métal et qui devra se contenter d'un refus poli. Si vous observez les courbes de l'argent stagner ou fluctuer comme s'il s'agissait d'un simple graphique de plus, vous avez déjà un train de retard. Ce qui se joue là n'est pas un mouvement de marché ordinaire. C'est l'installation d'un point d'étranglement stratégique directement dans la loi. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on oublie le superflu. Nous allons droit au but pour analyser ce qui s'est passé, pourquoi c'est crucial, et pourquoi la phase suivante risque d'être d'une violence rare. Voici l'événement décortiqué simplement. Pékin fait passer les exportations d'argent sous un régime d'autorisation préalable. Si vous voulez que le métal quitte le territoire, il faut un tampon officiel. Qui dit autorisation dit délai. Qui dit autorisation dit quota, même si le mot n'est jamais prononcé. En clair, le flux peut être réduit discrètement, de manière sélective et extrêmement rapide. Et quand on peut étrangler le débit à sa guise, le prix ne se comporte plus comme celui d'une simple matière première. Il devient celui d'un actif stratégique de premier plan. Écoutez bien ceci, les marchés savent évaluer une pénurie. Mais les marchés ont un mal fou à évaluer le pouvoir d'un gardien. Une pénurie, c'est de l'arithmétique, des chiffres sur une balance. Un gardien, c'est une volonté politique. Et le pouvoir n'a pas de comptes à rendre. On vous racontera que c'est une simple mesure administrative, que c'est une routine pour se mettre en conformité avec les normes internationales. Le mot conformité est toujours le rideau de fumée idéal. La véritable histoire, c'est celle du contrôle, car le contrôle est l'arme ultime pour gagner les guerres commerciales sans jamais avoir à tirer un seul coup de feu. Quelles sont les conséquences immédiates? On va voir apparaître deux marchés totalement distincts. D'un côté, le marché de papier, où les contrats s'échangent comme des pixels sur un écran. De l'autre, le marché physique, là où les usines ont un besoin vital d'atomes réels. Quand le système de licence ralentit la circulation des atomes, les pixels peuvent continuer à faire semblant pendant un temps, jusqu'au jour où quelqu'un demande la livraison réelle et réalise que les stocks sont bien plus fins que la surface de son écran. C'est précisément à ce moment-là que l'argent cesse d'être un sujet intéressant pour devenir un sujet dangereux. La plupart des observateurs vont rater ce virage parce qu'ils ont été conditionnés à regarder les mauvais signaux. Ils surveillent les gros titres, le prix au comptant ou les prévisions des experts à la télévision. Mais le vrai signal d'un assèchement du marché, c'est la friction. À quel point est-il difficile d'obtenir le métal dans le monde réel, ici et maintenant? Quels sont les délais de livraison? Est-ce que les primes sur le physique grimpent? Est-ce que les acheteurs industriels verrouillent leurs contrats à long terme? C'est cela le pouls du marché, pas le défilement des chiffres sur votre téléphone. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme profond, car une fois que vous l'aurez saisi, vous comprendrez pourquoi la date du 1er janvier est bien plus importante que n'importe quelle prédiction d'analyste. Chaque grande crise d'approvisionnement, chaque choc sur les ressources suit une séquence immuable en 4 étapes. Les décennies changent, les pays changent, mais la logique reste la même. La première étape, c'est quand la dépendance se transforme silencieusement en addiction, tandis que l'offre se concentre entre quelques mains seulement. La deuxième étape voit la demande exploser sur un système déjà en surtension, partant du principe que les ressources sont infinies. La troisième étape est celle du déclencheur, une sanction, un conflit, une décision politique. Les gestionnaires paniquent et ferment les vannes. On met en place des contrôles, des licences, des mesures dites temporaires. Enfin, la quatrième étape est celle de la réévaluation brutale. Ce n'est pas une hausse polie, c'est une remise à zéro complète. L'argent est en train de glisser vers cette troisième étape. Et si cela vous semble dramatique, c'est une bonne chose, car c'est durant cette phase que ceux qui dormaient commencent à se réveiller. Le problème, c'est qu'ils se réveillent généralement au pire moment,
juste après le grand mouvement, juste avant les regrets. Analysons cela froidement. La première phase pour l'argent est déjà derrière nous. Ce n'est plus un métal dont on peut se passer, c'est le métal du système nerveux de notre technologie. Le secteur solaire l'utilise massivement car il est le meilleur conducteur et survit à des environnements hostiles. L'électronique ne peut s'en passer car la fiabilité compte plus que quelques centimes d'économie. Les systèmes énergétiques et les dispositifs médicaux en dépendent car l'échec n'est pas une option. Les infrastructures pour véhicules électriques s'appuient sur l'argent pour les contacts et les contrôles où la chaleur et le courant détruiraient des matériaux moins performants. Ce n'est pas une demande liée à la mode, c'est une demande structurelle, incrustée dans nos besoins fondamentaux. Elle ne disparaît pas parce qu'un commentateur parle de récession. Elle reste parce que le produit fini ne fonctionne tout simplement pas sans elle. Regardez maintenant la chaîne d'approvisionnement. L'argent ne se téléporte pas magiquement de la mine à l'usine. Il passe par des points de passage obligés. L'extraction, le raffinage, la fabrication, les canaux d'exportation. La capacité de traitement n'est pas répartie équitablement sur la planète. Elle se concentre, elle se centralise pour être efficace. Mais cette efficacité crée une fragilité extrême. Quand une partie du tuyau se resserre, tout ce qui se trouve en aval le ressent immédiatement. C'est le cœur de la phase 1. Le monde devient dépendant alors que le goulot d'étranglement se rétrécit. La phase 2, c'est le monde qui empile ses exigences sur un système déjà à bout de souffle. Pensez à la dernière décennie. Électrification massive, mise à jour des réseaux, explosion du solaire, centres de données, objets connectés. Parallèlement, le système financier nous a appris à ne penser qu'en chiffres virtuels. Les promesses sur papier se multiplient. Les marchés à terme gonflent. On peut détenir une exposition au prix sans jamais posséder une once de métal. Pendant un temps, cette couche de papier peut étouffer la panique et lisser les signaux de prix, faisant passer la rareté pour une simple rumeur. Mais la rareté se moque des rumeurs. Elle ne s'intéresse qu'aux inventaires réels. La vérité est brutale. On ne fabrique pas de l'argent sur commande. Une mine prend des années pour être autorisée, construite et mise en service. La teneur du minerai, les coûts de l'énergie, la politique, les permis, rien de tout cela n'obéit à vos graphiques boursiers. Et pendant que l'offre rampe, la demande peut bondir d'un coup parce que le comportement humain change du jour au lendemain. C'est là que nous arrivons à la phase 3. Le changement de comportement provoqué par le contrôle. Voilà pourquoi le système de licence est plus crucial qu'une interdiction totale. Une interdiction est un événement binaire, un cri qui force une réaction immédiate. Un régime de licence est un variateur d'intensité. On peut passer de 100 à 80, puis à 60, puis à 30% sans jamais faire de conférence de presse. On serre la vis sous couvert de bureaucratie. On privilégie les utilisateurs nationaux. On punit les rivaux. On récompense les alliés. Le monde extérieur n'a plus de certitude. Il n'a que des peut-être. Et le peut-être est un poison pour l'industrie. Les chaînes de production ne tournent pas sur des incertitudes. Elles tournent sur des calendriers précis. Dès que le calendrier devient flou, les responsables des achats font la seule chose que le public ne voit jamais. Ils surstockent. Pas par cupidité, mais par peur. Si votre usine s'arrête, vous ne perdez pas juste un peu d'argent. Vous perdez vos clients, vos contrats, votre réputation. Vous risquez de ne jamais vous en remettre. Alors vous achetez 3 mois, puis 6 mois, puis 12 mois de sécurité. Et quand 1000 entreprises font cela en même temps, la demande devient une bousculade. C'est ainsi que l'incendie démarre avant même que le public ne voit la fumée. Il y a un autre facteur qui rend la situation explosive. Le marché de l'argent est minuscule par rapport à la masse de capitaux mondiaux. Il n'a pas besoin de toute la planète pour s'envoler. Il suffit d'un décalage à la marge, quelques gros acheteurs décidant de se couvrir en physique, quelques fonds basculant vers les métaux comme assurance monétaire, quelques industriels verrouillant leur stock face au risque de licence, c'est suffisant pour créer des poches d'air. Les poches d'air sont les zones où le prix saute. Et quand le prix fait un bond, les gros titres arrivent toujours trop tard. D'abord le mouvement, ensuite l'explication. Parlons de la question des 100 $. Vous l'avez vu passer, vous l'avez entendu, et vous vous la posez sûrement. Est-ce que l'argent peut atteindre les 100 $? En toute honnêteté,
Personne ne peut garantir un chiffre précis. Mais la structure qui rend ce palier plausible est simple. Si la tension physique entre en collision avec le contrôle stratégique, le prix devient un outil de rationnement. Le rationnement ne se demande pas ce qui est juste, il se demande ce qui permet d'équilibrer le marché. Et pour équilibrer le marché, il faut forcer quelqu'un à arrêter d'acheter. C'est là que le cauchemar commence. Les acheteurs industriels ne veulent pas s'arrêter car ils doivent produire. Les investisseurs ne veulent pas s'arrêter s'ils sentent un changement de régime. Le prix grimpe donc jusqu'à ce que quelque chose casse, jusqu'à ce que la destruction de la demande apparaisse, non pas dans les sondages, mais dans les commandes annulées. Certains parlent de substitution comme d'une formule magique. Ils disent qu'on utilisera un autre métal. Certes, c'est parfois possible, mais souvent au prix de compromis majeurs sur l'efficacité, la fiabilité ou la chaleur. Et même quand c'est faisable, cela prend des cycles entiers de conception et de qualification. Le temps est la seule ressource que vous n'avez pas lors d'un choc de phase 3. L'argument de la substitution ne tue pas la hausse, il ne fait qu'en retarder l'issue. Imaginez le 1er janvier comme le moment où le monde commence à apprendre ce que signifie un approvisionnement sous condition de permission. Ce ne sera pas forcément un arrêt brutal, mais une friction constante. Plus de paperasse, moins d'approbation, des expéditions ralenties, et enfin, l'allocation. L'allocation est le mot qui change tout. Cela signifie que c'est le fournisseur qui choisit les gagnants et les perdants. Certains paient plus, d'autres attendent, d'autres n'ont rien. Le marché libre devient secondaire par rapport aux relations diplomatiques et aux politiques nationales. C'est à cet instant précis que l'argent devient un métal de souveraineté. Comprenez-vous pourquoi le prix papier peut sembler calme alors que le marché réel se crispe? Le papier échange des attentes, le physique échange la réalité. Je veux être parfaitement clair. Une réévaluation n'est pas une simple prévision, c'est un événement comportemental. Cela arrive quand les gens changent collectivement leur regard sur un actif. L'argent passe d'un véhicule de trading à une assurance, puis à un composant critique, et enfin à un objet indispensable qu'il faut posséder à tout prix. Ces étapes ne sont pas fluides. Ce sont des sauts narratifs qui s'accompagnent d'une volatilité extrême. Si vous attendez une montée tranquille, vous n'avez pas la bonne carte en main. Dans un scénario de contrôle, le prix peut plonger violemment lors des jours de panique boursière, tout en accumulant une pression souterraine phénoménale. C'est ainsi qu'on éjecte les mains fragiles. On utilise la volatilité pour vous donner le mal de mer, pour vous faire douter, pour vous pousser à vendre juste pour être soulagé. Mais le métal se fiche de vos émotions, l'usine se fiche de vos doutes, le bureau des licences se fiche éperdument de vos sentiments. Voici les signaux qu'il faudra surveiller de très près en ce début d'année. Premièrement, les délais de livraison. Deuxièmement, les primes par rapport au cours officiel dans les circuits physiques. Troisièmement, le comportement des acheteurs industriels. Signent-ils des contrats de plus en plus longs? Quatrièmement, le langage politique. Le système de licence s'étend-il à de nouvelles catégories? Et enfin, tout signe de priorité nationale, ce qui est le code pour une allocation interne. La première fissure visible n'est jamais le prix sur l'écran, c'est la disponibilité réelle. Parlons maintenant du piège qui guette les retardataires. Ce piège, c'est l'attente d'une confirmation. Beaucoup disent qu'ils vont observer pour voir ce qui se passe. Ils veulent de la certitude, ils veulent que le mouvement se prouve lui-même. Ils attendent que la foule valide leur décision pour ne pas se sentir stupide. Cette phrase « je vais attendre d'être sûr » est la recette idéale pour payer le prix maximum. La phase 4 n'envoie pas de carton d'invitation. Elle arrive sous forme de rupture, de trou dans la cotation. Et une fois que l'écart est creusé, il n'y a plus de négociation possible. J'aimerais vous poser 2 questions pour comprendre votre vision des choses. Pensez-vous que ce verrouillage des licences est une simple monnaie d'échange temporaire ou le début d'une tendance de fond où les métaux stratégiques seront contrôlés comme l'énergie? Et si le cours s'envole, pensez-vous que les gouvernements privilégieront l'industrie au détriment de l'accès des particuliers ou que le public pourra continuer à acheter librement? Vos analyses m'intéressent, car elles prédisent souvent les futurs changements de narration. On pourra me rétorquer que tout cela est exagéré. Très bien, regardons cette possibilité en face. Les politiques peuvent être assouplies, le commerce mondial peut s'adapter, de nouvelles routes peuvent être trouvées. Mais voici le point crucial. Même si le resserrement est temporaire,
La peur qu'il instille est, elle, permanente. Une fois que les acheteurs ont été échaudés, ils n'oublient pas. Ils stockent davantage la fois suivante, ils diversifient, ils acceptent de payer plus cher pour la sécurité. Le souvenir de la perturbation devient une prime structurelle. C'est pour cela que la phase 3 est si redoutable. Elle modifie la psychologie profonde des acteurs. Le système de licence n'a pas besoin d'arrêter totalement les exportations pour avoir un impact massif. Il lui suffit d'introduire l'incertitude. L'incertitude force la constitution de stock. La constitution de stock tire la demande vers le présent. Cette demande anticipée rend les pénuries réelles. Et les pénuries réelles déclenchent la réévaluation. C'est une réaction en chaîne qui ne prend pas des années, mais parfois seulement quelques semaines, dans un marché déjà tendu. Que se passe-t-il si le prix se dirige vers les 100 $? Dans un régime de squeeze, les gens ne croiront pas à la hausse à 85 $. Ils parleront de bulles. Ils n'y croiront pas à 95 $. Ils diront que c'est surévalué. Ils ne commenceront à y croire qu'une fois le seuil des 100 $ atteint, car les chiffres ronds sont des aimants psychologiques. C'est là que la panique s'installera vraiment. Et c'est là que la véritable volatilité commencera. C'est le paradoxe cruel des marchés. Le moment où tout le monde finit par y croire est souvent celui où le risque est le plus élevé, car c'est là que l'effet de levier et l'argent facile s'engouffrent. Pour traverser une phase 4, il faut des règles, de la patience, et une capacité à distinguer le signal du bruit. L'argent n'est pas un actif tranquille, c'est une soupape de sécurité sous pression. Rien de tout ceci n'est un conseil d'achat ou de vente. Je ne connais pas votre situation personnelle. Je vous fournis simplement la carte. À vous de décider comment vous allez l'utiliser. Mais je vous suggère un changement de perspective mentale. Cessez de penser comme un spéculateur et commencez à penser comme un directeur de chaîne d'approvisionnement. Si vous dirigiez une usine et que vous appreniez que votre matière première principale passait sous un régime d'autorisation, attendriez-vous la confirmation ou chercheriez-vous à sécuriser vos flux tant que tout semble encore fluide? C'est l'état d'esprit des acheteurs industriels. Et ces gens-là ne publient pas leurs intentions sur les réseaux, ils agissent dans le silence. C'est ce mouvement silencieux qui vide les rayons bien avant que les journaux ne s'en emparent. En tant qu'observateur, vous pouvez surveiller 3 signaux simples. Suivez les indicateurs physiques, surveillez l'évolution du langage politique autour des licences et guettez l'instant où le récit passe de l'administratif au stratégique. Ce basculement narratif marquera l'entrée dans la phase bruyante de la crise. Nous sommes au bord de la falaise. Le 1er janvier n'est pas une date magique en soi, c'est une ligne de démarcation où les nouvelles règles commencent à s'appliquer aux expéditions réelles. Peut-être que rien ne se passera le premier jour, peut-être que le variateur tournera très lentement, peut-être même que les autorisations seront accordées facilement au début, provoquant les moqueries de ceux qui diront que tout cela n'était rien. Ce rire est précisément le piège de la phase 4, car elle commence presque toujours dans le calme. Puis, une semaine, vous entendez parler de retard mineur. Puis cela devient de l'allocation. Puis des ruptures de stock. Et soudain, le prix ne baisse plus comme avant. Les creux sont rachetés instantanément. Un matin, vous vous réveillez et le graphique présente un trou béant. Les experts diront que personne n'aurait pu le prévoir, sauf vous, parce que vous surveillez la vanne. La prochaine fois que vous entendrez parler de ce sujet, ce ne sera peut-être plus pour une question de règlement administratif, mais pour un saut de prix majeur. À ce moment-là, le débat entre licence et interdiction n'aura plus aucune importance. La seule chose qui comptera sera de savoir si le métal circule encore. Surveillez la friction, surveillez les flux, surveillez les comportements. On ne peut pas imprimer de l'argent physique, on ne peut que tenter de le contrôler. Et le contrôle vient de changer de main. Ne restez pas à attendre une permission quand le marché est sur le point de découvrir le prix réel de la liberté d'approvisionnement. Terminons par une petite expérience de pensée. Imaginez que vous achetez pour un fabricant de panneaux solaires. Vous n'achetez pas de l'argent, vous achetez de la certitude de production. Le 3 janvier, vous appelez votre fournisseur habituel et vous entendez pour la première fois « Nous attendons les approbations ». Cela ne veut pas dire non, cela veut dire inconnu. Et l'inconnu signifie que vous ne pouvez plus garantir vos livraisons à vos propres clients. Vous commencez alors à chercher frénétiquement d'autres sources. Imaginez maintenant ce même appel se répéter dans l'électronique.
le matériel médical, l'infrastructure énergétique. Une seule industrie ne fait pas basculer un marché, mais une ruée synchronisée sur les stocks le fait. Cela ne s'annonce pas avec des feux d'artifice, mais par une pression acheteuse qui ne relâche jamais. Le système de licence est aussi une arme d'information. Le gardien voit chaque demande, chaque destination, chaque quantité. Cette intelligence permet de serrer la vis là où ça fait le plus mal, de manière chirurgicale. Pendant ce temps, le marché de papier peut continuer à vendre 100 fois la même barre d'argent qui n'existe pas physiquement. Ce fossé est le lieu de naissance de la panique. Le jour où l'acheteur physique refuse le règlement en papier et exige son métal est le jour où le prix sur l'écran perd toute autorité. Si vous n'avez jamais vu cela, c'est un spectacle surréaliste. Le graphique devient un indicateur en retard. Les primes deviennent la seule réalité, et ceux qui ont attendu un signal propre découvrent que le signal, c'était justement le chaos ambiant. Soyez vigilants. La période la plus risquée est celle de la fausse normalité qui suivra immédiatement le changement de règles. C'est là que les mains fortes construisent leur position pendant que les mains fébriles abandonnent les leurs. Gardez l'œil sur le flux.